Et pour introduire nos échanges et les discussions qu'on va avoir, et bien sûr pour essayer d'ancrer le plus possible sur le terrain ces discussions qu'on aura sur les financements, je vous propose d'introduire la table ronde avec une vidéo qui a été tournée et réalisée avec nos amis et partenaires que j'ai vu arriver tout à l'heure de Umundi ex-SOS Fin, une vidéo assez courte sur un exemple de leurs actions au Pérou. Ante la complejidad y la superposición de los desafíos de seguridad ambiental y alimentaria, la transformación de la agricultura hacia sistemas alimentarios sostenibles es más que nunca una prioridad global. Es por eso que planteamos cómo el financiamiento puede guiar la transformación hacia una agricultura sostenible. En estos últimos años estamos empezando y estamos trabajando con varios productores, tanto en la zona de la selva central también como en la sierra. Nosotros promovemos la transición de una agricultura convencional hacia una agricultura orgánica y saludable. La oportunidad de poder trabajar con créditos con la cooperativa ética. Uno de los créditos que nos ha facilitado fue netamente para un soporte comercial y un soporte logístico. Hemos trabajado en base a adelantos con nuestros socios que han facilitado una cosecha técnica y una post cosecha técnica para poder obtener productos de calidad. Nosotros le hemos llamado a este producto crédito verde. Es un crédito que requiere mayor capital para el producto mismo. Tenemos socios que dicen, sí, yo también quiero estos productos verdes, voy a juntarme, voy a asociarme. Pero cuando se empieza a hacer el proceso de la calificación del crédito a través del microscore, que nos piden ciertos requisitos y ciertas cualidades para decir, este es un producto verde, entonces la gente se desanima porque ven que es muy alto el costo de producción frente a un costo convencional. Bueno, en la realidad, en la agroecología estamos en proceso. No estamos porque todavía no tenemos un sello de garantía. O sea que lo que queremos es que nos facilite más, ¿no? Un mayor presupuesto para poder ya empezar nuevamente a trabajar. Mira, nosotros desde la cooperativa ética estamos separando un fondo exclusivo para poder trabajar con este producto. Y este 2024 vamos a seguir profundizando, vamos a seguir invirtiendo con nuestros socios. Además de que vamos a tocar puertas para poder tener créditos, tanto nacionales como internacionales, porque el tema del cuidado del medio ambiente es una responsabilidad no solamente del presente, sino para el futuro. Et un grand merci à nos amis d'Umundi pour avoir réalisé cette vidéo qui résume assez bien les thèmes qu'on va traiter maintenant, hein, la question du coût de la transition, des opportunités économiques, mais aussi de la protection des ressources naturelles. Donc cette équation complexe, on va essayer de la traiter avec nos 4 invités. Comment va se passer la table ronde? Chacun va monter au pupitre pendant 7 minutes maximum. Là, je serai intransigeant. J'ai le mauvais rôle aujourd'hui. Vous allez partager avec nous, votre vision de cette question. Et puis après, on aura un temps de discussion. Et avec vous, bien sûr. Donc, je vais demander à Elina Amadila d'aller rejoindre le pupitre. Elina Amadila, vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Namibie. Vous avez une expertise sur le financement du développement, les enjeux de finances agricoles et de protection sociale. Et vous avez notamment participé à une étude sur les banques publiques du développement agricole en Afrique. Donc on vous a posé quelques questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Elina, you can go there, and there's the clicker. Okay, thank you so much. Merci. C'est un honneur d'être ici parmi vous.
je vais vous parler un petit peu de financement. Je m'occupe du financement des agricultures, en particulier à petite échelle, en Namibie. Et je voudrais vous faire part du résultat de mes recherches. Évidemment, nous allons parler des besoins de financement, des petits exploitants agricoles et des PME agricoles. On va parler des contraintes du financement de l'agriculture dans les pays en voie de développement. Et parce que depuis 2014 jusqu'à récemment, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et puis, on va voir aussi comment on peut augmenter d'une manière générale les prêts qui sont accordés aux petits agriculteurs. Joe a parlé des manques de financement. Et c'est la même chose à laquelle je suis arrivée dans mes conclusions. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, parce que c'est la façon dont on voit l'agriculture. C'est quelque chose qui est risqué. On n'est jamais sûr du résultat, bien sûr. Donc, les institutions, les banques sont un petit peu réticentes à financer le secteur agricole et c'est pour ça qu'on a ce fossé qui continue à se creuser. Normalement, la demande est toujours supérieure à l'offre, bien sûr. Donc, entre 2014 et 2017, j'ai fait des estimations de ces besoins de financement et j'ai regardé les besoins pour les petits exploitants agricoles en Namibie et je me suis aperçue qu'à peu près, il y a un trou dans le financement d'à peu près 3 millions pour ces petits agriculteurs ou pour cette agriculture familiale. Maintenant, si on regarde l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est, eh bien, on voit que il y a un manque de 160 milliards de dollars quand il s'agit du financement pour les petites PME agricoles. Mais on a le double du montant de l'aide au développement qui devrait être financé finalement. Donc ça montre qu'il y a un gros manque. Si on regarde l'Afrique subsaharienne, on voit qu'il y a 84% de la demande de financement qui n'est pas satisfaite. Et là, c'est juste les petites exploitations et c'est juste les fonds internationaux. Alors, le Bureau du développement, le Foreign Commonwealth and Development Office en 2022 a fait une étude en Asie du Sud qui nous montre qu'il manque 31 milliards de dollars dans cette région. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a ces trous dans la raquette? Et quelles sont les contraintes finalement au financement de l'agriculture? En se basant sur certains entretiens que j'ai menés avec les acteurs du secteur, j'ai vu quels étaient les problèmes auxquels on est confronté pour le financement de l'agriculture. Et les conclusions, c'est que la finance, c'est quelque chose de contraignant. Contraignant parce que les agriculteurs ne peuvent pas travailler seuls, mais les financiers ne peuvent pas travailler seuls non plus. Et donc, quand les financiers mettent de l'argent dans quelque chose, ils attendent un résultat en retour. Et donc, dans l'agriculture, ils vont se dire je ne peux pas recevoir de financement si je n'ai pas un environnement encourageant, avec de l'électricité, avec des bonnes conditions, si je n'ai pas accès à des choses telles que même les engrais, par exemple, qui sont plus ou moins accessibles selon les marchés. Si on a le financement mais que le marché n'existe pas de toute façon, eh bien ça va être très très difficile de continuer à exploiter de l'agriculture. Il y a énormément de banques qui nécessitent que les personnes aient par exemple un accès à la terre. Et donc là, on a des problèmes de foncier, par exemple. Et pour des petits exploitants agricoles, c'est très important. 60% de la population de Nairobi dépend vraiment des terrains communaux. Mais ce sont des terrains, évidemment, qui sont loués aux agriculteurs. Ils doivent payer un loyer pour exploiter ces terres et renégocier à chaque fois. Et alors, c'est très, très compliqué pour les investisseurs parce qu'on ne peut pas savoir si, dans les 5 ans à venir, la terre va continuer à être exploitée par la même personne. Il y a d'autres contraintes qui sont liées à des réponses qui ne sont pas pertinentes dans le temps.
Vous avez par exemple des pays qui sont très très secs, qui dépendent énormément des pluies. Et donc là, si on est une institution financière, eh bien le temps qu'on ait une réponse à une sécheresse par exemple, eh bien on aura déjà atteint la saison des pluies, vous voyez. Donc il n'y a pas de bonne exploitation du temps. Et c'est très très compliqué donc pour les petits exploitants d'obtenir des financements, d'obtenir des prêts. C'est trop long. On n'a pas l'argent au moment où on en a besoin. Et puis il y a aussi la bureaucratie. Il y a tout un processus, bien entendu, à mettre en place pour l'attribution d'un prêt, mais c'est un processus qui est long. Il y a des critères. Par exemple, on dit, si vous voulez avoir un financement, eh bien, il faut que vous ayez une exploitation d'une certaine taille, il faut que vous ayez accès à la terre, etc. Et donc ça, parfois, c'est difficile. Ou même accès à des ressources essentielles comme l'eau, par exemple. Et ça, c'est compliqué aussi dans certains pays d'Afrique. Accès au marché, bien entendu, c'est encore un problème. Et le manque de protection, de filets de sécurité, comme des assurances, par exemple. Tout ça, ça constitue autant d'obstacles à l'accès au financement. Parce que si un pays est un pays très très sec, si on a une sécheresse, eh bien, évidemment, vous avez peut-être réussi à contracter un emprunt, mais vous n'aurez pas de revenus pour pouvoir rembourser votre prêt. Donc, il faut essayer d'avoir des filets de sécurité où on va se dire, vous pourrez attendre un petit peu pour rembourser votre prêt. Dans d'autres pays en voie de développement, on a évidemment la même chose. En Afrique de l'Ouest, par exemple, on a la dispersion. Ça, c'est un problème qu'on peut avoir aussi en Namibie. Les fonds agricoles sont assez limités parce qu'il y a une dispersion, une répartition territoriale qui est très, très étalée partout sur tout le territoire. Et les exploitations agricoles sont de toute petite taille aussi. Par exemple, sur un emprunt, on vous dit que vous devez mettre en place un certain nombre de transactions, mais c'est un petit peu compliqué. Si vous avez une toute petite exploitation, tout ça, c'est difficile à obtenir. Et puis, évidemment, si les crédits sont disponibles, on a aussi une faiblesse dans le capital humain. Les personnes qui sont spécialisées dans les prêts agricoles, bien entendu, dans les institutions financières. On a des banques agricoles, certes, mais on n'a pas le bon capital, les bonnes ressources humaines, des bonnes personnes, des experts spécialisés en prêts agricoles qui pourraient conseiller correctement les petits exploitants. Ensuite, on voit qu'on a aussi un manque de discipline financière et de culture de crédit parce que on traite ça comme plutôt une subvention, si vous voulez, ou quelque chose qui n'aurait pas forcément besoin d'être remboursé. Il n'y a pas forcément une compréhension de ce qu'est véritablement un crédit agricole. Et en particulier, si ça ne génère pas de revenus, si l'activité ne génère pas de revenus, ben c'est très très difficile de rembourser le prêt et donc les institutions financières sont réticentes. Il y a des pays où les risques aussi rendent la situation un petit peu difficile. Alors, quelles sont les options maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la quantité de prêts qui seraient disponibles pour le secteur agricole et de la chaîne alimentaire? Il y a 3 options. La première, c'est d'augmenter la part de prêts agricoles par des banques de développement public, par des outils tels que, par exemple, des taux d'intérêt qui seraient subventionnés ou des instruments obligatoires comme des quotas, par exemple. Parce que les petites entreprises, évidemment, quand elles reçoivent des prêts agricoles, elles peuvent contribuer au développement du pays. Mais bien sûr, il faut que la banque qui accorde ces prêts ait déjà un certain niveau de maturité. Il faut que ça soit surveillé. Il faut qu'on ait aussi une formation qui soit fournie aux agriculteurs pour leur expliquer comment utiliser les fonds, les prêts qu'ils reçoivent. On peut aussi, option 2, augmenter la fourniture de prêts des organismes de développement actuels. Parce qu'il y a dans la plupart des pays des banques agricoles, des banques dédiées en particulier au monde agricole. Un exemple, en Namibie,
on a la Banque de développement agricole, il y a d'autres banques de développement, mais qui vont vous dire non, nous, on n'est pas la Banque agricole de développement, donc ce n'est pas notre mission, ce n'est pas de fournir des prêts aux agriculteurs. Donc, on ne peut pas financer tout le monde, elles vont vous dire. Et donc, la plupart des exploitants agricoles ne savent même pas qu'il y a ce type de service qui est disponible. L'autre option, ça serait donc d'augmenter le nombre de prêts qui sont disponibles, là où on a ce type d'assistance pour les petits exploitants. Et donc la troisième option, ça serait de créer une banque de développement public générique, en plus dans l'idée de la Banque nationale d'agriculture et de développement rural, la NABARD en Inde. Par exemple, ils ont créé des filiales de cette banque, si vous voulez, qui peuvent fournir des financements à l'agriculture, au secteur de l'agriculture, aux petits exploitants en particulier, pour leur permettre de développer leur activité. Et voilà, on vient de me rappeler que j'ai épuisé mon temps, alors je laisse le micro. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Elina. C'était très riche. Je pense que vous avez tous retenu ce fameux finance gap qui est absolument énorme. Et puis sur la dernière slide, vous avez mentionné l'importance de créer des banques publiques de développement agricole. Je pense que la première table ronde avec la présentation de ACBA en Arménie sera un bon moyen d'illustrer aussi la spécificité d'une banque pour l'agriculture. Merci beaucoup, Elina. On va tout de suite laisser la parole à Rachel. Rachel Besner-Kerr. Rachel, vous êtes professeure de Global Development à l'Université de Cornell. Vos recherches portent notamment sur l'agroécologie, l'adaptation au changement climatique et la sécurité alimentaire. Vous avez été une des auteurs d'un rapport du GIEC et aussi du panel d'experts de haut niveau à la sécurité alimentaire sur l'agroécologie. Vous avez fait aussi beaucoup de terrain en Afrique de l'Est et donc vous allez partager avec nous en 7 minutes votre vision aussi de comment est-ce que l'agroécologie peut être un outil au service de cette équation compliquée. Merci. Merci beaucoup. C'est ici, mais je vais parler en anglais. Je m'excuse. I'm really happy. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. C'est un honneur et je vais essayer de m'en tenir aux 7 minutes qui m'ont été allouées. Alors, effectivement, j'ai eu l'honneur de travailler au panel d'experts de haut niveau des Nations Unies. Nous avons fourni un rapport sur comment l'agroécologie peut traiter les problèmes de nutrition. Et j'étais aussi membre du GIEC, en particulier sur le chapitre des systèmes alimentaires, impact, adaptation et vulnérabilité de l'agriculture. Donc je suis très heureuse de voir que Joe a fait allusion à ce que nous connaissons déjà sur l'impact du changement climatique. Mais aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler des travaux que j'effectue depuis très longtemps sur le terrain. Et c'est exactement ce que je voudrais faire. Pendant 7 minutes, nous allons aller au Malawi et en Tanzanie, où depuis plus de 20 ans, j'effectue des recherches sur le terrain qui visent à examiner la question de savoir si l'agroécologie peut donner des résultats satisfaisants et permettre de développer la résilience des systèmes alimentaires. Et si oui, comment? Et dans ces études, nous avons utilisé un design quasi expérimental avec des interventions en pré, en post, des groupes témoins au Malawi et en Tanzanie, une étude dans laquelle on avait 6000 foyers et dans l'autre, nous en avions 400. Une autre étude avec presque 600 familles qui étaient l'objet de notre étude et qui étaient intéressées par les expériences que nous avions proposées sur les pratiques agroécologiques. Et je pense que ces personnes avaient aussi des connaissances intuitives sur l'agroécologie. Et il ne s'agit pas seulement de travailler avec les pratiques, mais il y a des principes de l'agroécologie qui incluent aussi la coopération, les dimensions sociales, la dimension économique, politique. Donc nous avions aussi des composantes communautaires, éducatives, notamment sur la nutrition, sur l'alimentation, et puis on s'occupait aussi des questions de genre dans le cadre de ces interventions agroécologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai que 7 minutes. Alors, je vais en arriver directement
à ce qui nous préoccupe, nous avons vu qu'il y avait une amélioration significative de la sécurité, de la sûreté alimentaire des ménages, pas seulement en matière de productivité, mais en matière de nutrition et de diversité du régime alimentaire, ainsi que d'autres avantages aussi pour les familles qui faisaient partie de nos projets. On a vu des améliorations parce qu'elles utilisaient des pratiques un petit peu différentes et se nourrissaient de façon plus saine. Des exemples en Malawi, avec une meilleure diversité alimentaire. Et ces personnes qui étaient dans les groupes que nous avons étudiés, qui faisaient partie de notre étude, avaient une alimentation meilleure, réduction du niveau de l'insécurité alimentaire. Et puis, il y a des pratiques aussi qui avaient plus ou moins d'impact sur la sécurité alimentaire. Par exemple, une meilleure diversité des récoltes était une façon pour les familles d'améliorer leur sécurité alimentaire. Le régime alimentaire des enfants s'est trouvé considérablement amélioré aussi. Alors, comment avons-nous réussi à mettre en place ces améliorations? Eh bien, une des façons de faire, c'était d'augmenter la diversité des récoltes et d'avoir plus de travailleurs aussi sur les exploitations alimentaires. Mais ces personnes ont aussi fait des économies sur les engrais, sur les autres produits chimiques en mettant en place des pratiques agroécologiques. Avec l'argent économisé, les familles ont pu réinvestir dans du bétail, par exemple, ou des graines pour un jardin potager, et puis ont pu aussi acquérir d'autres produits alimentaires qu'elles ne produisaient pas elles-mêmes. Et puis, on a parlé aussi du genre et de l'égalité entre les sexes dans les familles. Ça, c'est un mécanisme très important qui nous a permis d'arriver à ces bénéfices. Par exemple, au Malawi, nous avons vu que, au fur et à mesure que les foyers, les familles commencent à se parler plus, notamment pour des décisions concernant l'agriculture, eh bien, ça améliore la communication, mais aussi les pratiques alimentaires. Et les hommes ont commencé à effectuer des tâches du foyer, par exemple la lessive et préparer les repas. Ça a aussi augmenté la sécurité alimentaire, mais aussi, de façon très intéressante et pas forcément étonnante, a eu un impact très significatif sur la santé mentale des femmes. On a vu qu'elles étaient moins sujettes à la dépression parce qu'il y avait énormément de dépression chez les femmes et il y en a eu moins grâce à ce genre d'intervention sur l'agroécologie. Et donc je pense qu'on peut attribuer ça en partie à l'amélioration de la sécurité alimentaire, mais aussi au fait que les hommes ont commencé à s'occuper un petit peu plus de la famille et du foyer également. Alors on a regardé au-delà des familles et des ménages pour voir quels étaient les leviers qui nous permettraient de transformer les systèmes alimentaires. Et on a vu que tout d'abord, les foyers qui avaient participé à l'une ou l'autre de nos interventions quelques années auparavant continuaient à mettre en place ces pratiques agroécologiques. Et 90% des foyers auxquels nous avons rendu visite continuaient à mettre en place ces pratiques. Donc ce n'était pas juste au cours de notre intervention qu'on assistait au développement de ces activités, mais c'est quelque chose qui perdurait dans le temps. Et puis on a aussi vu que les exploitants agricoles étaient plus enclins à laisser leurs terres en jachère lorsqu'ils participaient à ce genre de projet écologique parce qu'ils avaient acquis des connaissances et qu'ils comprenaient mieux la valeur de la biodiversité, des services écosystémiques et qu'ils étaient plus enclins à mettre plus de leurs terres en jachère pour lui permettre de se développer, de se régénérer et pour gérer ensuite de façon plus intensive la terre si c'était nécessaire, mais toujours de façon agroécologique avec du compost et des rendements supérieurs. Et puis, pour terminer, nous avons une étude de 4 ans qui arrive à échéance, qui mesure l'impact de pratiques agroécologiques sur la biodiversité sauvage. Et nous nous sommes aperçus, en travaillant avec des écologues, qu'il y a une augmentation significative des espèces sauvages, de papillons et de guêpes, par exemple, dans les zones où on met en place ces pratiques agroécologiques. Une des caractéristiques clés, un des mécanismes pour les pratiques agroécologiques, c'est la recherche participative. Évidemment, ça fait partie intégrante du processus. La co-éducation ou l'apprentissage mutuel, on fait partie, on travaille avec les communautés. Elles sont au point de départ et au cœur de nos pratiques. On leur demande d'identifier
les questions qui les intéressent, les problèmes auxquels elles veulent s'attaquer. On les associe à la conception du projet de recherche et puis les scientifiques sont là aussi pour apprendre de ces personnes. Ensuite, les communautés participent à l'élaboration des résultats et je pense que ça, c'est très très important dans notre démarche et c'est quelque chose qui nous permet aussi de faire la différence et d'être un très bon levier dans le développement de ces pratiques. Et je crois que je suis parfaitement à l'heure et que je m'en suis tenue à mes 7 minutes. Merci beaucoup. Merci d'avoir replacé aussi la compréhension de ce qu'est l'agroécologie ou l'intensification agroécologique au-delà de la dimension seulement agronomique, mais aussi de société, de marché et d'approche telle que celle sur le genre. L'année dernière, à la conférence à l'OCDE, on avait déjà eu l'occasion d'aborder ces sujets sur la table ronde sur Intensifier, mais là, on va un petit peu plus loin. Et j'en suis sûr que ça suscitera des questions de la part de la salle. Je vous propose que maintenant, on laisse notre ami Godfrey Nzamujo, qui est fondateur et directeur du centre Songhai. Et bien sûr, vous êtes toutes et tous remerciés d'avoir fait une longue route pour venir jusqu'à Paris. Vous allez nous présenter ce qu'est le centre Songhai, dont vous êtes le directeur depuis 1984, je crois, basé à Porto Novo au Bénin, mais vous êtes aussi chercheur et professeur dans différentes universités aux États-Unis, et vous êtes aussi pasteur. Donc c'est un profil très, très riche. À vous la parole. Merci beaucoup. Thank you very much. I will so much for getting me. Merci de m'avoir invité. Je vais m'exprimer en anglais, hein. C'est ma langue maternelle. Ce qui est intéressant aujourd'hui, très intéressant, c'est que je vais partager avec vous d'autres façons d'innover dans le financement, des choses que nous n'avions pas vues avant. Le défi aujourd'hui, c'est d'améliorer les systèmes alimentaires avec effet de levier. Et ça, pour faire des bonds en avant et produire assez de nourriture en quantité, en qualité, pour répondre aux besoins d'une population croissante aujourd'hui. C'est ça la question. Alors, comment faire cela? Eh bien, regardez, on va considérer plusieurs approches. Premièrement, comment l'environnement, comment la terre peut nous permettre d'avoir cet effet de levier aujourd'hui pour utiliser tout le pouvoir du capital environnemental. Et si ça marche, comment est-ce que ça peut déclencher de nouveaux fonds locaux pour attirer de nouveaux financeurs? Voilà ce dont je vais parler, c'est-à-dire penser différemment, en dehors des chantiers battus. Voilà, si on continue tel quel, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas valable, c'est certain. L'agriculture produit beaucoup de choses, c'est vrai, mais à quel coût? À quel coût? On ne peut pas se permettre de continuer comme ça. De la COP 21 à 28, nous avons vu cela clairement. On ne pourra pas conserver l'agriculture conventionnelle. Il faut changer. Par exemple, les pratiques à l'heure actuelle de l'agriculture conventionnelle en Afrique ont contribué à environ 75% de la dégradation des terres arables en Afrique. Et en Afrique, la plupart de nos 40 pays perdent 13% par an de leur PIB. 13% à cause de l'agriculture conventionnelle. Et nous le voyons au sein de l'ECOWAS aussi. On ne peut pas continuer comme cela. Il nous faut un système agricole différent. L'ECOWAS étant bien sûr la CEDEAO. Nous devons changer nos pratiques agricoles, comme je le disais. Il nous faut faire des percées. Il nous faut des percées, des avancées différentes, car tout ceci n'est plus acceptable. Hein, ça fonctionne ou pas? Très bien, merci. Comment faire ça, justement? Comment changer? Bien, aujourd'hui, nous le savons, depuis les COP de la 21 à la 28, qu'il y a un paradigme systémique qui couvre les principes de base de notre planète et de son fonctionnement depuis des milliards d'années. Écoutons la nature, commençons par là. Faisons de l'imitation de la nature. Regardons comment fonctionne notre planète, notre capital environnemental. Il y a des principes simples comme la synergie, la symbiose, la complémentarité, la collaboration, les compléments que la nature nous
porte. C'est ce que nous faisons à Shanghai. Nous créons une nouvelle agriculture régionale qui se base sur ces principes naturels dont je viens de parler. Il s'agit d'envisager la technologie de façon nouvelle pour utiliser tout le pouvoir du foncier afin de créer des synergies. Nous pensons que si nous nous en cantonnons au fonctionnement de la planète et de ses principes de base, nous pourrons reconcevoir complètement un système agricole et alimentaire qui répondra à nos besoins aujourd'hui. Nous serons complètement alignés sur la nature et son fonctionnement. Regardez ici, zéro déchet, zéro déchet. Nous appelons ça des déchets à la richesse. C'est ça, ce que vous voyez en haut à droite. Tout ce qui sera produit contribuera et nous aurons même, comme nous l'avons dit, des puits à CO2 plutôt que des émetteurs de CO2 pour réutiliser les déchets sans production de CO2, réutilisation des déchets. Nous n'aurons plus besoin d'intrants externes. La nature nous enseigne cela. Cette agriculture est innovante. Nous pouvons mieux produire, plus produire avec moins, parce que nous allons utiliser le capital environnemental pour avancer. Il y aura moins besoin de financement et ça arrive maintenant. Il y a besoin dans ce cas-là de moins de financement, c'est très important. Voilà ce que nous faisons au niveau de Shanghai. Aucune perte. Les déchets sont réutilisés et complètement réutilisés. Nous produisons mieux et avec moins. Voilà. Cela changera la pyramide de production primaire agricole, mais aussi sur les marchés secondaires. Ce qui compte, ce n'est pas juste la production primaire. Là, l'Afrique exporte de la richesse et importe de la pauvreté. Voilà comment nous pouvons attirer plus de... comment on pourra exporter mieux. Et les Africains sont présents en production primaire, dans l'industrie, dans les services, et nous pourrons financer nos systèmes agricoles. Voilà ce que nous voulons faire et ce que nous arrivons à faire à Shanghai aujourd'hui. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Nous créons ce genre de choses. C'est grâce à la nature, c'est ça qui compte. Par exemple, nous remplaçons les pesticides par des microbes, des choses naturelles. C'est ça, les producteurs dans le primaire. Par exemple, les bactéries qui nous permettent de faire une photosynthèse. C'est la biologie avec effet de levier pour créer des synergies et beaucoup de choses. La nature peut nous fournir tous ces intrants que nous achetons aujourd'hui. De meilleurs intrants, de meilleurs produits, moins onéreux. Produire plus avec moins. L'objectif, ce n'est pas de produire plus de quantité, mais d'avoir cet effet de levier avec un meilleur PIB pour les foyers. Une meilleure utilisation du foncier, de la terre, pour mieux produire et plus avec moins. C'est ça l'objectif. Regardez ce que nous pouvons faire. Il y a deux possibilités. Déjà, utiliser le pouvoir de l'environnement, de l'univers, en créant un système intégré. Et nous allons faire cela. Et ce qui veut dire que cette agriculture, c'est pour produire de l'alimentaire, mais c'est aussi une agriculture multifonctionnelle qui donne à manger aux populations. Cela fournira des emplois et c'est multifonctionnel, vous savez. Maintenant, cela fera partie des communautés. Les communautés seront plus résilientes. L'agriculture de demain, ce ne sont pas simplement de petits agriculteurs, c'est un écosystème de communautés, de groupes. Si nous le faisons, dans ce cas-là, chaque personne devient une partie prenante, parce que chaque agriculteur aura des effets sur ses confrères. Pour la meilleure utilisation de l'eau, de l'énergie, tout pourra être mutualisé. Ça se passe maintenant. Cela va attirer, bien sûr, la résilience de ces communautés, mais ça va être un environnement fertile pour d'autres financements. D'autres types de financement. Par exemple, les fonds résilience ou liés à l'environnement, nous pourrons attirer ces fonds parce que nous aurons une meilleure gouvernance plus forte et tout un chacun voudra investir. Voilà un nouveau modèle où la communauté sera résiliente et pourra créer de la richesse. Voilà ce que nous faisons. C'est une nouvelle donne pour les parties prenantes, avec
par exemple, financement environnemental, et nous travaillerons avec des partenaires et nous pourrons réduire les fossés et les manques de financement dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà ce qui se passe. Regardez les 5 capitaux que nous avons. Le capital environnemental, j'en ai parlé, le capital humain, le capital technique, le capital social, le capital financier. Ces 5 axes vont vers le système agricole. En haut, vous voyez les services de type écoservice. Et tout ceci ira dans l'écofinancement. Les systèmes familiaux, nous fournirons tous les intrants naturels et cela aidera les agriculteurs et ce sera de l'agroécologie avec nourriture, santé et économie pour tous. Et cela nous donnera plus d'argent. C'est du socio-économique. De l'argent qui sera réinvesti dans le système à nouveau. C'est donc un cercle pérenne et résilient. Voilà une nouvelle plateforme. L'IFAC ou d'autres pourront investir. Vous verrez, les plans d'investissement seront plus sains. Voilà donc ce que nous faisons au niveau de Shanghai. Et sans déchets ou avec réutilisation de déchets. Dans ce cas-là, nous serons en commande, nous pourrons gérer et les partenaires de financement, le financement résilient, sauront où investir. Chers amis, voilà ce que nous faisons. Voilà, 7 minutes. Si nous changeons la façon dont nous produisons nos produits alimentaires de la bonne façon, alors nos vies, nos valeurs et nos sociétés vont changer pour le meilleur. Merci. Merci beaucoup Godfrey pour ces mots et on sent aussi la passion et l'engagement que vous avez mis en œuvre au sein de la ferme Shanghai, et je le précise pour celles et ceux qui sont avec nous ici à distance, c'est que vous avez cette ferme au Bénin, mais vous êtes dans d'autres pays d'Afrique, y compris aux Antilles françaises. Enfin, c'est un modèle qui se réplique. Je retiendrai aussi que les éléments que vous avez présentés, surtout à la fin, résonnent avec une certaine actualité européenne, ce qui me permet de faire une bonne transition avec Bernard Ader qui va finir ce premier tour de cirque et de piste. Alors pourquoi est-ce qu'on a invité Bernard? J'avais même pas prévu que Godfrey parlerait de résilience, mais ça fait aussi une bonne transition. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bernard Ader, il est agriculteur d'abord. Bernard, tu es agriculteur, président du Conseil national pour la résilience alimentaire. Donc je pense que tu vas aussi peut-être réagir à ce qu'a dit Godfrey sur cette création d'écosystèmes, d'acteurs et de stakeholders plutôt que de stockholders. Je rajouterai aussi que tu as été vice-président d'Euralis, président de la Commission Europe de la coopération agricole et vice-président de la COGECA. Donc en fait, avec toutes ces casquettes, tu vas peut-être pouvoir aussi nous dire comment est-ce que cette question, cette équation, elle résonne en ce moment avec les débats européens d'actualité, et ce que vous faites aussi avec Hermine au sein du Conseil national pour la résilience alimentaire. Merci beaucoup Bernard. Merci Mathieu, merci à vous, merci pour cette invitation. Alors toutes ces casquettes ne me font pas de moi un expert, font un expert de rien, mais comme tout bon français, j'ai mon mot à dire sur tout, et je vais le faire. Le petit exercice que je propose de faire dans ces 7 minutes, c'est de partir de notre actualité pour ensuite aller vers des solutions financières. Alors pas des solutions financières, mais des propositions, tout en, peut-être un petit peu particulières, tout en apposant un regard à mi-parcours avec ce terme de résilience alimentaire qui est un prisme qu'il me plaît d'adopter pour voir cette problématique agricole qu'on voit essentiellement avec une vision technique, surtout quand on est agriculteur. Je pense que le petit prisme de le voir par l'alimentation nous aiderait bien pour trouver un positionnement plus facile dans le futur et avec les enjeux que nous avons. Aujourd'hui, l'actualité en France, c'est une crise agricole. Elle n'est pas qu'en France, elle est également en Europe, en Allemagne, ça a été évoqué, en Roumanie, en Pologne également. Une crise qui est née en France, tout près de chez moi. Premier barrage a eu lieu à 10 km de chez moi. Ce sont des éleveurs qui l'ont mis en place.
des éleveurs qui n'étaient pas syndiqués, qui ont fait une démarche propre, une forme de démarche de ras-le-bol, qui est la conjoncture de prix d'approvisionnement très élevés, notamment en énergie, et des productions dont les prix baissent, et notamment en céréales, et qui ont fait cet effet ciseau cette année en termes de trésorerie. Et ce sont des hommes et des femmes qui se sentent complètement pris en étau, et j'en fais partie d'ailleurs, puisque j'ai une exploitation d'élevage, pris en étau entre ces prix très élevés et ces cours qui ne permettent pas de se rémunérer ou de faire marcher le système comme il devrait marcher. Ça a été le déclencheur, puis ensuite c'est repris. Si je le regarde avec ma casquette d'éleveur, effectivement, ça c'est une réalité, que ces agricultures, puisqu'il faut parler des agricultures quand on parle d'agriculture, elles sont plurielles. Elles sont plurielles en France, mais elles sont plurielles dans le monde, bien sûr. Il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a des industriels, des plus ou moins écologiques. Enfin, vous pouvez tout mettre. Et je crois que c'est une sacrée richesse que d'avoir toute cette variété d'agriculture qui devra se conjuguer, à mon sens, dans le futur. Si on regarde avec un prisme européen, quand il y a une crise comme ça, l'Europe panique. L'Europe, c'est une grosse machine qui est capable de légiférer, qui est capable de normer, mais qui comprend assez difficilement les enjeux et territoriaux et les enjeux humains qui peuvent résider dans des exploitations agricoles. Et je répète, et ça fera écho avec vous, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui travaillent une matière vivante. Et ça, c'est difficile à normer. C'est vraiment difficile à mettre dans un système commun. Et puis j'ai envie de vous donner aussi l'avis du citoyen que je suis, puisque on fait partie d'une Europe où les citoyens contribuent par leur impôt à soutenir une agriculture. Et je crois que, en tout cas, moi, venant du monde agricole, je me permets de remercier aussi nos citoyens qui permettent et qui ont permis, par ce développement, d'avoir une agriculture européenne qui, aujourd'hui, je pense qu'on peut en être fier de toute l'agriculture européenne. On oublie toujours ce qui va et on met toujours en avant ce qui ne va pas. Si on s'amusait à faire la liste de tout ce qui va, il y a quand même pas mal de choses qui vont. Ensuite, on a aujourd'hui un gros challenge, et ça me fait passer à la deuxième feuille, c'est cette transformation que nous avons à mener. Il est clair, le monde agricole, vous n'entendrez jamais aujourd'hui dans le monde agricole un agriculteur qui va dire faut pas faire cette transition. Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut faire une transition, mais laquelle et quoi? Et c'est là que commence le doute. C'est là que commence cet arrêt et cette incompréhension avec les pouvoirs publics. Et quand je dis... En fait, personne ne sait ce qu'il faut faire. On a quelques petits pionniers, et j'espère en faire partie, qui ont tenté depuis 20 ans des agricultures alternatives, de l'agroécologie, des cultures régénératives, de la régénération des sols. Et toutes ces personnes capitalisent un savoir-faire pour amener et peut-être tirer toute une population agricole à aller dans ce sens-là. Mais quand vous avez 60 ans, que pendant 50 ans ou 40 ans, vous avez fait une agriculture où il fallait labourer, où il fallait mettre des pesticides, où il fallait obtenir du rendement, dans votre tête, vous ne switchez pas comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui s'opère parce qu'il va y avoir une réglementation. Il y a absolument tout un accompagnement à faire. Et cet accompagnement, il est précieux. Et c'est sur cet accompagnement-là, je pense qu'il faut faire focus. Et ça n'est pas qu'un accompagnement financier. On a aujourd'hui toute une population à accompagner déjà dans la compréhension du problème. On a passé à peu près 30 ans à former, et j'ai été prof dans mon parcours, à former des futurs agriculteurs qui étaient plutôt des opérateurs, qui savaient très bien conduire un tracteur, amener une machine, faire des applications comme ça.
on a eu une agriculture qui, pendant des années, nous a dit un problème, une solution. Voilà, une nouvelle maladie, on sort un nouveau fongicide et on règle le problème. Aujourd'hui, on a tout ce parcours inverse à faire. Absolument l'inverse. C'est-à-dire qu'avec moins de produits, avec moins de solutions, il va falloir faire tout autant. Et ça, c'est un sacré challenge. Et ça, on ne le fait pas faire qu'à des chauffeurs de tracteurs ou des vachers ou autres. Là, on a besoin d'agronomes. Là, on a besoin de recherche. On a besoin de personnes qui tentent des choses et qui se plantent. Et on a besoin d'aider à financer cette prise de risque, de tenter des choses nouvelles qui, quelquefois, par leurs échecs, nous permettront d'avoir les succès futurs. Il n'est pas petit le challenge que nous avons à faire, nous, agriculteurs. On a à nourrir une population, à garantir cette quantité de nourriture annuelle pour pas qu'il y ait de problème, et là je vais faire un peu de résilience alimentaire, pour pas qu'il y ait de problème au niveau d'une population, d'un territoire, que chacun puisse manger à sa faim, que chacun puisse subvenir à cette solidarité intergénérationnelle que nous devons avoir, parce que nous, à 40 ans ou 50 ans, on est tranquille, on peut choisir notre nourriture. Et quand vous êtes enfant, vous ne choisissez pas votre nourriture, vous la subissez. Et c'est la responsabilité des adultes qui la mettent dans l'assiette des enfants ou des seniors, enfin, les adultes qui l'apportent. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, que cette responsabilité soit respectée, ou en tout cas bien affirmée. J'ai perdu mon fil, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. J'étais sur la responsabilité intergénérationnelle d'une population agricole qui doit assumer un volume et une qualité, tout en faisant différemment, et notamment cette voie agroécologique. Donc on a financé de la recherche pour comprendre. Au fait, dans cette recherche, la recherche empirique, on travaille dans un labo, on fait des expérimentations, on garde le savoir. Aujourd'hui, on est dans un monde plutôt sympa là-dessus, c'est-à-dire qu'on partage le savoir. On a du libre accès sur le savoir. Et aujourd'hui, une solution peut être trouvée au fin fond de l'Inde et pas forcément être appliquée comme ça sans le répliquant, hein, mais en tout cas, on peut s'inspirer de solutions dans le monde entier et surtout, on peut aller identifier des groupes qui ont quelquefois fait des erreurs ou peuvent vous dire non, ça je l'ai testé et peut-être qu'il faut faire différemment. Et ça, c'est une richesse parce que ça accélère le temps, ça accélère la compréhension du sujet qui, je vous le rappelle, est extrêmement complexe. Quand vous avez appris à être chauffeur de tracteur, vous n'avez pas appris à être agronome. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'invention de nouvelles machines qui va faire un nouveau système agronomique. Aujourd'hui, il va falloir remettre le nez dans la terre, il va falloir recomprendre les plantes qui poussent, comment elles s'associent, comment certaines arrivent à succéder à d'autres sans aucun effet. Il va falloir réapprendre tout ça. Et ça démarre dès aujourd'hui dans les lycées agricoles ou dans les écoles d'ingé. Je ne suis pas sûr que les programmes soient rénovés encore en ce sens-là. Et c'est là que je vais mettre une petite échelle de temps qui me paraît importante à partager avec vous. Tout le monde s'accorde pour qu'en 2050, on ait fait les évolutions qui nous permettent d'enrayer un réchauffement climatique qui nous a été présenté au tout début. 2050, 30 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'élève ingénieur qui sort de l'école et qui va donc accompagner tout ça n'a pas reçu cette formation, ou en tout cas ne l'a pas reçue de façon assez poussée. On va dire. On est encore sur l'ancien schéma. On a un changement de logiciel à opérer. Il faut absolument qu'on arrête de tenter d'inventer la nouvelle version d'un logiciel qui ne marche plus. On a besoin aujourd'hui de se lancer dans une version bêta d'un nouveau logiciel. Ça, c'est aux collectivités publiques de prendre leurs responsabilités, de nous aider, d'avancer. Les agriculteurs sont très favorables à ça. Les agriculteurs ont juste besoin de guides et ont juste besoin de personnes capables de les accompagner. À partir de là, quand on aura défini ensemble un système alimentaire que nous souhaitons tous,
Quand on aura pris par le prisme de l'alimentation cette question, c'est-à-dire définir un système alimentaire commun que nous souhaitons et avec lequel nous sommes en paix, les guerres, les machins, les bio, les pas bio, tout ça, je ne sais pas si ça fait avancer le débat. Si communément on accepte qu'il y a tant de proportions de bio dans une société, tant de proportions d'une autre consommation, l'agriculture derrière d'un seul homme saura faire ce qu'il faut et dans les normes que la société nous demandera de produire, sans aucun problème. On a toujours su s'adapter sur ces sujets-là. C'est l'absence d'horizon qui, aujourd'hui, nous met dans une forme de cage folle dans laquelle nous tournons, avec certains qui disent « bon, mais moi je trouvais la solution, moi j'ai trouvé la solution », mais en fait elles ne sont pas en cohésion, ces solutions. Et parmi les choses à changer dans cet ancien logiciel, et j'en aurais terminé avec ça, on est d'une génération de la solutionnite où on dit un problème, une solution. Un problème, une solution, ça ne marche pas toujours. La solution que je vais trouver moi peut être le problème de mon voisin. Et si, de façon collective, on ne discute pas de cette solution, on retombe dans ce que nous vivons aujourd'hui, des citoyens qui ne comprennent pas leur agriculture, des agriculteurs qui ne se sentent pas compris par leurs citoyens, leurs concitoyens, des consommateurs qui ne comprennent plus rien, qui passent à s'empoisonner en mangeant alors qu'on est dans un pays extrêmement sûr. Enfin voilà, on retombe dans une forme de fatras intellectuel qui ne fait pas avancer le débat et qui ne permet pas collectivement d'avancer, car c'est un sujet pour lequel il nous faut une très grande sérénité pour avancer. Et vraiment la population agricole aujourd'hui n'attend que ça pour avancer et sortir de cette crise. Merci. Merci beaucoup. Merci Bernard pour ces partages. Moi, je retiens notamment cette question des conflits de temporalité. J'aime bien toujours dire qu'un agriculteur, c'est pas une usine, on change pas une pièce et puis on peut tout faire. Et puis sur cette idée un problème égale une solution, on a presque parfois inversé, c'est-à-dire qu'on a les solutions et on cherche les problèmes. Parfois aussi, en tout cas ça c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Je vous propose, comme il nous reste on va dire 10-15 minutes avant d'aller prendre le déjeuner, de prendre vos questions, les questions qui sont aussi en ligne. J'ajouterai celles qu'on avait préparées, mais comme je vois déjà plein de mains se lever, le mieux c'est qu'on fasse comme ça. Donc on en a une en haut, madame, donc je vous laisse vous présenter et poser votre question dans un temps assez court. On en prendra ensuite une là avec Alia. Allez-y. Merci. Même si je suis française, je vais parler en anglais parce que la majorité de nos panélistes étaient anglophones. So my name is... Je m'appelle Johanna. Je suis expert gendre pour PALM, la plateforme pour la gestion du risque. Nous sommes liés à l'IFAD, très bien représentés aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse parce que vous nous avez parlé de la question femmes-hommes dans les deux premiers exposés. J'ai une question pour les deux premiers panélistes en fait. En fait, les autres pourront répondre s'ils veulent, bien sûr, si elles veulent. Et Rachel, Aydin, vous nous avez dit qu'il est très important de penser à l'aspect nutritionnel de l'agriculture. Et la question que je me pose, c'est, selon vous, quels sont les aspects principaux que vous avez vus dans le cadre de votre recherche? Et Elina, j'ai une question. Quelles sont les solutions financières auxquelles vous pensez dans vos travaux de recherche pour répondre aux inégalités femmes-hommes, pour une agriculture plus pérenne et une sécurité alimentaire? On va prendre une question ici. Après Katia, on prendra la question de Abdoul en haut avec les gens qui sont à distance pour qu'ils aient aussi un peu la parole. Bonjour, Alia Ghana, I'm a member of... Je suis au comité scientifique de Foundation. J'ai une question pour Rachel. Rachel, déjà, merci beaucoup. Merci Rachel. Vous avez parlé d'agroécologie, d'intervention agroécologique. Vous nous avez parlé de votre étude en Tanzanie, je crois, en Zambie. L'objectif, c'est étudier
les impacts de ces interventions agroécologiques en prenant plusieurs angles. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris une chose. Qui est à la barre de toutes ces interventions agroécologiques? Qui a été à l'initiative de ces programmes, de ces projets? Je ne sais pas comment les appeler. Il y a autre chose dont je ne suis pas complètement certaine. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement bien compris comment et à quel point ces interventions ont vraiment vu leurs effets quand on regarde les pratiques agricoles. En n'oubliant pas que les pratiques agroécologiques, généralement, font référence à l'agriculture traditionnelle et à ses pratiques traditionnelles. Une question en haut, et puis ensuite Priscilla, juste en bas, il y avait une question aussi au premier rang. Abdul Tapsoba, en charge de vous transmettre les questions du chat. Les participants en ligne s'interrogent sur la place de la consommation responsable et des régimes alimentaires dans la transformation des systèmes agricoles et alimentaires. Merci, merci Abdoul. On va prendre encore une question devant et puis on fera un premier retour. Sophie Fonkerny, agricultrice en Franche-Comté et présidente de AFDI, Agriculteurs Français Développement International. Moi, j'ai une question sur l'équation impossible. Comment dire, l'agroécologie, le changement nécessaire à l'agriculture demande de l'investissement sur le terrain et de la formation. C'est les deux éléments clés qui demandent du financement. Or, nos partenaires en Afrique, notamment, j'ai souvent échangé avec les membres du ROPA, disent qu'il arrive très peu d'argent sur les exploitations pour ces deux choses-là, la formation et l'investissement, et que quelquefois l'investissement serait minime pour arriver à faire cette transformation, mais l'argent n'arrive pas. Donc j'ai une double question, peut-être qui s'adresse davantage à ceux qui ont fait l'introduction. Quelle est la part réelle, le pourcentage réel de tout ce financement dont on a parlé globalement, qui arrive effectivement sur les exploitations pour cette transformation? Et puis une question aussi à notre universitaire de Namibie, c'est ça, qui a vraiment bien identifié les problèmes, les blocages sur l'environnement, sur la capacité à voir ce que c'est qu'un prêt, la capacité à rembourser, etc. Quelle solution pour arriver à vaincre tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une solution politique? Parce que dans les organisations paysannes qu'on accompagne, ils ont la réponse. Ils sont en bonne voie au niveau technique, ils ont des structures économiques, mais ça bloque au niveau politique. Donc, quoi faire? Est-ce qu'on peut en discuter ici? Est-ce que... voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie. On va prendre un premier tour de réponse. J'ajouterai juste une... si vous le permettez, parce qu'en préparant cette table ronde, on s'est souvent posé la question, est-ce que cette transition, elle est voulue par tout le monde? Bernard, tu mentionnais aussi les débats d'actualité en Europe aujourd'hui. J'aimerais qu'on se pose la même question côté Afrique, notamment avec Godfrey. Est-ce que bien les agriculteurs, les agricultrices sont aussi ont envie de cette transition? Rachel pourra peut-être répondre là-dessus, parce que finalement, quand on entend aujourd'hui ce qui se passe en Europe notamment, est-ce que à prôner la transition, la transformation, à mettre en place aussi des financements qui sont adaptés à ces transformations, est-ce qu'on n'est pas à contre-courant de ce que le monde agricole attend ou veut? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un décalage? Alors vous avez vu, on a pas mal de questions. Peut-être on peut commencer. Alors il y a celle de Johanna sur le genre, celle de Alia qui a adressée à Rachel, la question des food systems et des régimes alimentaires, et puis enfin celle de Sophie, peut-être des solutions aussi sur l'amélioration des financements. Qui est-ce qui veut commencer? Rachel peut-être? Merci beaucoup pour ces questions. Très bonne question. J'ai l'impression que je passe un grand oral là. Bon, j'apprécie beaucoup les questions et la curiosité. Je vais commencer avec la première. J'ai parlé des changements dans le domaine du care, effectivement, mais on a aussi
étudié énormément d'autres facteurs liés aux dynamiques de genre qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire, sur la nutrition, sur la possibilité pour ces foyers d'agriculteurs d'utiliser les pratiques agroécologiques et surtout ce que ça entraîne pour les familles. Alors, il y a une chose qui est la prise de décision, qui est très importante parce que très souvent, au Malawi et en Tanzanie, on a très souvent les hommes qui prennent les décisions financières quant à savoir ce qu'on va cultiver et les pratiques qu'on va mettre en place sur l'exploitation et qu'est-ce qu'on va récolter. Et ça, c'est vraiment le processus de prise de décision, c'est quelque chose de très important et c'est un challenge aussi. Le leadership des femmes au sein des communautés, c'est un autre sujet sur lequel nous avons énormément travaillé. Il y a beaucoup de potentiel là parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi avoir une incidence sur la façon dont les femmes seront accueillies en tant que leaders de leur communauté. Et puis, il y a aussi des problèmes un peu plus complexes et plus structurels, notamment l'accès au foncier, les violences liées au genre. Et nos stratégies sont basées sur une approche de transformation de l'approche de genre. Hein. On ne parle pas seulement aux femmes, mais on parle aussi aux hommes. Et on leur explique que tout le monde tirera les bénéfices d'une plus grande ouverture d'esprit. Donc parfois, il faut mettre en place du dialogue, parfois c'est compliqué, et ça se passe à plusieurs niveaux. Nous avons des recherches en cours dans ce domaine, et ça fait partie des facteurs qui sont importants. Je passe à la deuxième question. Oui, allez-y. On enchaîne. Qui était derrière les interventions agroécologiques? Eh bien, lorsque j'ai commencé mes recherches, c'était un hôpital au Malawi qui voulait tester différentes stratégies agricoles et agroécologiques. Et à l'époque, en 1999, on a commencé nos interventions en 2000. Donc en 1999, on utilisait le terme agroécologie. Mais le coût des engrais était beaucoup plus élevé à l'époque et les agriculteurs voyaient qu'ils ne pouvaient pas avoir des récoltes correctes sans engrais. Et donc ils avaient perdu aussi leurs connaissances traditionnelles. Donc ils cherchaient des alternatives. Et on a travaillé avec 7 communautés. C'était un partenariat entre l'hôpital, les chefs de la communauté, qui étaient atteintes de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Moi-même et d'autres chercheuses américains et canadiens, nous avons commencé un petit projet pilote et c'est là que tout a commencé. Et au fur et à mesure, nous avons obtenu des résultats et nous nous sommes associés à d'autres chercheurs du Malawi, avec le gouvernement également, et des organisations communautaires qui ont aussi développé leur propre ONG. En Tanzanie, j'ai été invitée dans le pays à cause ou en raison des résultats de nos recherches qui avaient donné des résultats sur les stratégies de nutrition. Donc ma fondation aux États-Unis m'a envoyée pour travailler avec une ONG en Tanzanie et avec l'Institut Nelson Mandela d'histoire africaine aussi, pour voir si on avait des résultats semblables en Tanzanie. Et on a eu des échanges. Des Tanzaniens sont allés au Malawi et vice-versa pour pouvoir co-construire la démarche ensemble et apprendre les uns des autres. Donc, est-ce que les choses ont changé? Oui, je dirais qu'on a pu documenter de vrais changements dans les pratiques agricoles. Il y a de toute façon des pratiques ancestrales qui sont agroécologiques complètement, hein. Le fait de faire tourner les cultures, la rotation des cultures, ça c'est quelque chose qui est très très traditionnel en Afrique. Parfois, certaines pratiques ancestrales ne sont pas agroécologiques, comme par exemple le fait de brûler le sol, le brûlis avant de semer les récoltes. Dans certains contextes, ça ne fonctionne pas, en particulier au Malawi, donc on essaye de trouver d'autres solutions. Et donc, à partir de là, on a pu documenter des changements de pratiques bénéfiques. Et voilà, je vais passer le micro quand même à quelqu'un maintenant. Oui, oui, bien sûr. Elina, est-ce que vous vouliez répondre à la question sur le genre? Oui, merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec la question de Johanna. Oui, alors vous me demandez si on a des solutions en particulier pour les questions de genre. Eh bien, j'ai publié un papier l'année dernière qui s'intéressait particulièrement au genre et les femmes dans l'agriculture. Et j'aime bien, comme a dit
Rachel, c'est très important aussi de donner le pouvoir aux femmes. On a travaillé, nous, sur des projets qui visaient à créer, lorsque j'ai parlé d'un environnement favorable, je voulais dire une zone, un environnement de travail qui est fonctionnel pour les hommes et pour les femmes. On veut créer un environnement dans lequel on promeut, par exemple, l'échange d'informations entre les hommes et les femmes, parce que dans la plupart des cas, on voit que les femmes restent dans les zones rurales alors que les hommes vont à la ville pour trouver du travail. On a, dans la Banque agricole de Namibie, par exemple, on a des visites qui sont faites sur le terrain et on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout d'informations qui sont communiquées aux femmes. Donc l'idée, c'est pas seulement de promouvoir les pratiques agricoles, mais dans toutes les zones où il y a de l'agriculture familiale, il faut protéger et promouvoir le développement des femmes. Par exemple, il faut créer, par exemple, tout ce qui a trait à l'accès au marché dans les zones urbaines. On voit que le marché est complètement différent de ce qu'on a dans les zones rurales. Mais comment est-ce qu'on crée un marché ou des marchés pour les produits de l'agriculture locale sans faire de distinction entre les hommes et les femmes? Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un filet de sécurité sociale. C'est une des solutions, c'est pas la panacée, bien entendu, hein, parce que ça revient aussi à la question qui a été posée tout à l'heure. Il faut une volonté politique, bien sûr. La question, c'est quelle est la solution? Où est-elle, cette solution? Et donc, tout ça, ça nécessite évidemment un dialogue approfondi entre les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'eux, ils détiennent une partie de la solution, et aussi les investisseurs, les bailleurs de fonds, le gouvernement, les institutions publiques, et puis le secteur privé, bien entendu, également. Il ne s'agit pas de dire « Ah, on va tout remettre entre les mains de la banque agricole ». Il faut créer des options, des possibilités de prêts ou une gamme de produits différents qui vont permettre d'avoir plus de financement, mais pas le financement, parce que le financement ne va pas fonctionner tout seul. Le financement, il a besoin d'autres facteurs aussi encourageants, comme par exemple accès à l'eau, accès à l'irrigation, etc. Parce qu'on va se dire, ah ben s'il pleut pas, il pleut pas. Bon bah d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait s'il pleut pas? Il faut quand même trouver des solutions, des investissements lourds dans l'irrigation. Il faut aussi avoir de l'électricité. Enfin, il faut avoir un environnement vraiment propice à l'agriculture. Sinon, il n'y a pas de solution. Même si on met tout l'argent du monde, si on n'a pas le terrain favorable, justement, eh ben, on ne pourra rien faire. Les bonnes ressources pour pouvoir travailler. Merci. Merci, Elina. De formation, Sophie Foncarny a posé la question des financements pour la formation et pour l'investissement. Je sais que vous êtes à Shanghai aussi un centre de formation et que vous avez depuis 30 ans maintenant formé beaucoup de gens. Merci. Je pense vraiment que la question c'est important. D'abord, un projet comme ça, dans cette transition, l'argent important, c'est moins des plus important. La terre important, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'homme, femme, qui est totalement déconstruit. Parce que la mentalité qui a créé ce problème, ce n'est pas la même mentalité qui va le résoudre. Donc, on a créé un espace où nous sommes les promoteurs de ça, qui sont sortis de raconter notre histoire de l'Afrique, notre histoire de l'économie africaine, qui soit vraiment endogène. Donc, comme ça, les gens qui sont cette compétence à créer, changer la mentalité agroécologique. La première composante, une vision, les gens qui rentrent dans cet espace, les gens qui sont transformés. À partir de ça, on va se outiller, qui sont des outils alignés avec cette nouvelle manière de penser. Parce qu'au niveau de transition, c'est la vision, mais aussi, ce n'est pas des contextes des outils, qu'il a parlé tout à l'heure, des outils. D'abord, troisièmement, il faut utiliser l'idée et les outils pour créer un système de production. C'est ça la troisième composante, c'est un système de production qui ressemble à une nouvelle transition. C'est ça seul qui va montrer que ça marche. Une fois que c'est monté, les trépieds de la formation, c'est la vision, c'est la technologie et les sites de production. C'est à l'intérieur qu'on va transformer les jeunes qui sont fonctionnels. C'est ça. Donc, on amène les gens dans cet espace
où on va les déconstruire et reconstruire et rééquiper. Et comme ça, et c'est ça qui a fait à Songhai Souté, il y a des demandes partout. Parce qu'on a respecté cette période de gestation. Aujourd'hui, nous avons même des centaines de jeunes qui sont équipés, qui sont formés et qui s'installent. Et le 5e composante, c'est quoi? Une fois que les gens sont formés, est-ce que nous avons des mécanismes de le suivi au niveau du financement, au niveau de tout ça? C'est ça qui fait un mouvement maintenant. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc nous, ce n'est pas les gens qui après les autres, nous sommes des producteurs comme lui. Moi, tout le monde à Songhai, si tu n'as pas un bon producteur, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas apprendre les gens. Et c'est ça qui fait la différence. Donc on sort les gens qui quittent nos systèmes de formation, qui sont fonctionnels et qui n'attendent pas à faire ça. Maintenant, par le format GT, il y a un système d'intégration, de suivi, d'évaluation et de suivi. Il faut que ça ait un mouvement. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Bernard, je te laisse conclure parce qu'on me dit que les plats chauds sont servis et que ce serait dommage que ça refroidisse. Et vous aurez l'occasion de discuter avec les 4 intervenants autour du cocktail. Mais Bernard, tu es la dernière chose entre nous et la nourriture. Donc, et la nourriture, d'accord. Donc je vois la thématique qu'il faut que j'aborde, l'alimentation. Je vous disais tout à l'heure, déjà merci et je rejoins énormément de réactions qui ont été faites avec vous. Je pense que tu n'as pas répondu à la question tout à l'heure, est-ce que les sous vont vraiment jusqu'au bout? Est-ce que l'argent va vraiment jusqu'au bout? On en parlera tout à l'heure. Concernant ce que je vous disais tout à l'heure, et je vais essayer de le prendre en termes de conclusion, je crois que le prisme de l'alimentation est un prisme intéressant à prendre pour parler de notre agriculture, de nos agricultures. Et je veux vraiment dire nos agricultures. Qu'elles soient européennes ou mondiales, je crois qu'il est important qu'on garde des agricultures. Qu'elles soient grosses, qu'elles soient petites, l'important c'est qu'elles soient vertueuses. Et toutes ces agricultures nous permettent d'avoir, dans toutes les régions du monde, une alimentation de qualité. Et c'est ça qui est important. Et je crois qu'il est important de chercher à définir pour quelque temps, pas pour la vie entière, mais pour quelque temps, l'alimentation que nous souhaitons dans une société, et l'agriculture derrière saura déployer ça en intégrant un autre élément qui est la production d'énergie que l'on concède à l'agriculture maintenant. Donc les mêmes espaces doivent nourrir, produire de l'énergie, et puis faire un environnement agréable pour vivre, ce qui a ce côté esthétique dont on ne parle pas tout le temps, mais qui fait nos landscapes, et qui sont quand même très importants, puisque la première chose qu'on voit quand on arrive dans un pays, c'est son agriculture. Merci à tous les 4. On peut encore vous applaudir pour cette